Tournable pour vos projets front. Donc moi je suis Anaïs Herman, je suis développeuse plutôt full stack Java à la base, mais depuis 10 ans je me suis spécialisée dans le front et donc forcément dans l'accessibilité numérique. Et je travaille actuellement sur le design system d'Orange et je suis accompagnée d'Isabelle. Oui, bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Isabelle Chanclou, donc je travaille aussi chez Orange avec Anna. Et alors moi je suis ergonome de formation et donc j'ai exercé ce métier-là pendant plusieurs années. Et maintenant je partage mon temps entre le développement web et l'accessibilité numérique. Voilà. Alors donc on va vous parler d'accessibilité numérique. Alors Anna et moi on est plus spécialisés dans le web, donc on va plus vous parler de l'accessibilité numérique côté web, voilà. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est un peu toutes les questions là que vous voyez affichées. Alors, on va aller regarder qu'est-ce que c'est que l'accessibilité numérique, qui c'est que ça concerne, que dit la loi en la matière, parce que oui, il y a une législation sur le sujet. Et puis, qui dit accessibilité dit utilisateur, et qui dit utilisateur dit expérience utilisateur. Donc, on va aller aussi en parler. Et puis, faire accessible, on va aussi aller regarder concrètement parlant comment on va s'y prendre pour le faire. Et puis, on vous a dit que l'accessibilité, c'était un atout. Alors, effectivement, on va aller aussi regarder quels sont les avantages de faire accessible. Alors, on va commencer par qu'est-ce que c'est que l'accessibilité numérique. Alors, je pense que vous avez peut-être tous une idée plus ou moins dans votre tête. Alors, on va aller confronter un petit peu vos idées à ce quiz. OK ? Pour commencer. Alors, je vais vous demander de lever la main en fonction des différentes propositions que vous allez entendre. Et puis, on regardera ensemble après ce qu'il en est. OK ? Alors d'après vous, on peut dire qu'un produit ou un service est accessible. Alors première proposition, s'il est gratuit et téléchargeable facilement. Alors qui vote pour cette proposition ? Vous allez lever la main. Non, personne. Ok. Alors un produit ou un service est accessible s'il est utilisable par tous les utilisateurs, quelles que soient leurs aptitudes. Ouais, alors là, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui lève la main. Ok. Alors, est-ce qu'il doit être aussi utile et ne pas nécessiter de notice d'utilisation pour être accessible ? Ouais, là-bas, il y a des personnes qui lèvent la main. Très bien. Et dernière proposition, donc un produit ou un service est accessible s'il est utilisable, quel que soit le matériel et l'infrastructure réseau de l'utilisateur. Ouais, là aussi, ça remporte pas mal de mains levées. Alors, voyons voir. Alors, effectivement, vous avez raison. Parce que c'est ce qui a remporté le plus de suffrages dans la salle. Donc un produit ou un service est accessible s'il est utilisable par tous les utilisateurs, quelles que soient leurs aptitudes, et s'il est utilisable quel que soit le matériel et l'infrastructure réseau de l'utilisateur. Donc ça, vous aviez tout bon. Alors en effet, un produit ou un service numérique accessible doit être utilisable par tout le monde, donc que ce soit une personne en situation de handicap permanent, une personne en situation de handicap temporaire. Là, ça peut arriver à chacun de nous. Il suffit de se casser, une main, un bras, et on va être en situation de handicap. Il faut aussi penser aux seniors, parce qu'en vieillissant, on peut avoir plusieurs déficiences qui arrivent et qui ont un rôle un rôle négatif du coup au niveau de l'accessibilité. Et puis, en plus d'être accessible par tout le monde, on a besoin aussi que le produit ou le service soit accessible dans tous les contextes. Donc, que je sois dans un contexte d'utilisation normale, ou que je sois dans un contexte d'utilisation qui est dégradé. Donc par exemple, si je vous demande d'aller consulter le programme ici en vous mettant sur le Wi-Fi, je pense que vous allez être en situation d'inaccessibilité numérique pour le coup. Ça va être compliqué. De plus, on a besoin de pouvoir utiliser les produits et les services de manière autonome, donc sans avoir besoin d'une tierce personne pour nous aider à le faire. Et également, on a besoin aussi de pouvoir le faire en toute confidentialité. Donc, si j'ai besoin de donner mon identifiant et mon mot de passe pour, aller consulter mes comptes bancaires, ça va pas aller. Et en plus aussi, je vais avoir besoin de me sentir en sécurité, enfin pas de me sentir, même d'être en sécurité quand je vais aller consulter mes applications, mes services. Parce que je dois pouvoir aller faire les tâches requises par l'application, sans tomber dans des pièges ou sans me retrouver bloqué ou sans risquer de faire des actions dangereuses. Voilà. Donc faire accessible, c'est un droit vraiment pour tout le monde, mais c'est aussi une nécessité. Et ça représente un vrai enjeu sociétal et individuel. Voilà. Donc l'accessibilité numérique, c'est pas l'affaire que des personnes qui sont en situation de handicap, c'est vraiment l'affaire de tout le monde, là, tous autant qu'on est dans la salle. Donc on va encore un peu parler de qui ça concerne.
Donc, voici quelques verbatim utilisateurs, hein, des paroles qui ont été recueillies, qui montrent la complexité et parfois l'absurdité même de certaines situations. Donc, comme par exemple, impossible de zoomer le texte sans casser complètement la structure du site et donc le rendre complètement illisible. Le lecteur d'écran prononce à chaque fois lire la suite, lire la suite, lire la suite, mais lire la suite de quoi, on ne sait pas. Les champs en erreur sont entourés en rouge, mais moi je vois pas bien le rouge, donc je ne sais pas quels sont les champs en erreur. Les vidéos ne sont pas sous-titrées ni audio décrites, et j'entends pas le son. Je ne peux pas entrer dans le menu au clavier, ou bien j'ai fait mon panier, mais je ne peux pas choisir le type de carte bleue. Donc ça, c'est des paroles recueillies de personnes qui vont être malvoyantes, sourdes, aveugles, daltoniens, des problèmes moteurs, des choses comme ça. Donc c'est des personnes qui sont en situation de handicap avec des déficiences. On estime dans le monde que c'est 16% de la population. Et en Europe, on monte à 27% parce que notre population est un peu plus âgée que la moyenne dans le monde. Et en France, on estime que c'est plus de 20% de la population qui vit avec une ou plusieurs déficiences. Et ça, c'est aussi sans compter tous les handicaps invisibles qui sont difficilement chiffrables, comme les problèmes cognitifs ou les problèmes 10. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent se retrouver en situation de handicap sans aucune déficience. Donc, on estime qu'environ 20% de la population peut se retrouver en situation de handicap temporaire dans sa vie. Donc, ça peut être lié à un accident de la vie, comme tu l'as dit. Mais aussi, tout un chacun peut être confronté quotidiennement à des situations de handicap liées à aucune déficience. Hein. Donc, il peut y avoir des problèmes de réseau, mais aussi trop de soleil, pas assez de contraste sur l'application. Se retrouver obligé d'utiliser un site non responsive sur un mobile, ou bien pas de possibilité d'entendre le son, donc on ne comprend rien à la vidéo, ou bien une mauvaise langue de transcription, enfin tout ce genre de choses. Donc le handicap, il n'est pas simplement un problème de santé. Il résulte de l'interaction entre une personne et son environnement. Par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, qui va être devant son ordi, elle n'est pas en situation de handicap, elle n'a aucun problème à utiliser un ordinateur. On dit que le handicap, il est situationnel. Donc nous sommes tous concernés par la problématique. Et puis dans les projets, qui est-ce que ça va concerner ? Donc là encore, c'est quelques verbatim qu'on entend maintes et maintes fois dans les projets, du genre on finit les développements et on verra après. Comme tu disais tout à l'heure, Alain, je sais pas où t'es, la qualité quick and dirty, on sait que ça marche pas, hein, mais bon, voilà. C'est quand même ce qui se passe dans certains projets. C'est trop cher, on n'a pas le temps, on sait pas faire. On fera soit la nouvelle fonctionnalité, soit l'accessibilité. Là, c'est carrément du chantage. Notre public n'est pas handicapé. On a vu que ça peut pas être 100% vrai. On a déjà plein de bugs à corriger. On sait qu'on sera pas accessible, mais on assume. Alors là, c'est carrément le pompon. Mais on l'entend. Donc ça concerne tout le monde, les chefs de projet, les designers, les développeurs, les testeurs. Toute la chaîne est concernée. Et voilà, parce qu'en fait, ce genre de choses, on peut pas l'entendre, hein, parce que ça exclut des utilisateurs, déjà qui sont pas si peu nombreux que ça. Ça les empêche de mener une vie normale, de commander au resto en ligne, ou bien même carrément de travailler. Et en fait, c'est quelque chose qui est encadré par la loi également. Alors justement, la loi, parlons-en. Parce que pour faire avancer les choses finalement en la matière, eh bien oui, il y a un cadre législatif et j'aurais envie de dire presque quelque part heureusement puisque ça pousse à aller de l'avant en fait. Alors on va aller regarder ce que dit la loi. Alors petit quiz, on va faire participer un petit peu. Alors d'après vous, la loi concerne quoi comme type de produits et de services numériques ? Alors je vous ai fait trois paquets de produits et de services. Et alors vous allez lever la main pareil sur chacune des propositions, donc voilà, il y a plusieurs réponses possibles. Alors d'après vous, la loi concerne, première option, les sites web, les applications mobiles et les applications métiers et progiciels. Ok, pas mal de mains levées. Option 2, ça concerne les mails, les documents bureautiques, les messages sur les réseaux sociaux et les contenus audio et vidéo. Ouais, pas mal de... Un petit peu moins, mais on n'est pas très loin quand même. Hein. Option 3, ça concerne les livres numériques, les distributeurs de billets, tout ce qui est bornes interactives et tout ce qui est mobilier urbain. Oh, pas mal de mains levées. Non. Effectivement, là, vous êtes bon aussi, parce que tous ces produits et ces services-là sont concernés par la loi, donc doivent être accessibles. Alors, la loi, alors il faut savoir qu'en France, donc je vous parle plutôt de la législation française, parce que donc chacun des pays, en fait, a sa propre législation.
Alors, il faut quand même savoir que la législation de chacun des pays, elle est quand même... il y a un certain nombre de recommandations qui viennent de l'Union européenne. Voilà. Et donc là, on a eu des grosses modifications qui sont arrivées justement de l'Union européenne et qui ont été mises en application à partir de juin cette année. Donc globalement, ce qui est demandé par la loi, c'est devenu un peu plus strict qu'auparavant. Donc toutes les organisations qui sont concernées par la loi, donc ce sont tous les organismes publics, ce sont toutes les entreprises privées qui ont plus de 10 personnes, ou alors qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 2 millions d'euros. Et donc ça fait finalement beaucoup de monde maintenant qui est concerné par ces obligations légales, donc de mettre tous ces produits et ces services en accessibilité. Alors qui dit loi, dit contrôle, pour voir si la loi est respectée, et dit éventuellement sanction. Alors les organismes de contrôle, eh bien donc depuis le mois de juin de cette année, on en a 6 contre 1 auparavant. Et les sanctions aussi sont devenues beaucoup plus lourdes. Et puis en plus maintenant elles sont cumulatives. Donc quand on ne respecte pas la mise en accessibilité. Alors typiquement, la première c'est 50 000 € quand on ne respecte pas les obligations déclaratives. À cela peut venir s'ajouter jusqu'à 300 000 € si quelqu'un fait une plainte pour discrimination. Et on peut en plus en rajouter entre 1 500 et 15 000 € s'il y a un non-respect du code de la consommation. Ça peut aller jusqu'à une confiscation du service. Voilà. Et il faut aussi savoir que donc, si vous écopez d'une amende pour non-conformité à la loi, eh bien, si vous ne faites rien pour y remédier dans les 6 mois, vous pouvez potentiellement avoir une seconde amende ou une seconde sanction. Voilà. Donc, le mieux, c'est de ne pas attendre, en fait. C'est de s'y mettre dès maintenant. Alors, au niveau des obligations légales, on va regarder un petit peu plus ce que la loi demande. Alors, il y en a qui sont portées directement par les organisations, et puis il y en a d'autres qui sont portées par le produit ou le service en tant que tel. Alors, l'organisation, elle doit publier un schéma pluriannuel d'amélioration de l'accessibilité numérique. Donc, c'est un schéma qui est valable pendant 3 ans et qui va expliquer comment l'entreprise compte s'y prendre pour justement améliorer les choses en matière d'accessibilité numérique. Et elle doit aussi y associer un plan d'action annuel qui va permettre de dire ce qui va être fait pendant l'année en cours. Une autre obligation des entreprises, eh bien, ça va être de former toutes les parties prenantes du numérique, donc former tous ses salariés en interne. Une troisième obligation légale pour les entreprises, eh bien, ça va être d'améliorer évidemment l'accessibilité de ses produits et de ses services. Alors que ce soit ce qui est commercialisé à ses clients, mais c'est aussi ses applications internes, voilà, pour les salariés. Et enfin, une dernière obligation, c'est celle de publier une déclaration d'accessibilité donc sur chaque site web et sur chaque application. Donc voilà, c'est cette obligation-là qui est portée directement par le produit ou par le service. Alors normalement, vous voyez de plus en plus dans les footers souvent une mention accessibilité avec une mention non conforme, partiellement conforme ou conforme. Et donc ça, c'est une obligation maintenant d'afficher cette mention-là sur la page d'accueil du site web. Et en général, on clique dessus et ce qui amène à la déclaration d'accessibilité qui va indiquer justement aux utilisateurs à combien de pourcents l'application en fait est conforme ou pas aux recommandations internationales en matière d'accessibilité numérique. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important de l'avoir. Alors, comme je vous disais, pourquoi faire accessible ? Parce qu'on a des utilisateurs qui ont besoin d'accéder au numérique, comme on disait tout à l'heure, quel qu'il soit, quelle que soit leur spécificité. Et donc, qui dit utilisateur dit si j'utilise, j'ai une expérience utilisateur. Alors effectivement, quand on utilise le numérique, on va avoir besoin d'un certain nombre de capacités qui vont être, je vais avoir besoin de pouvoir lire, de pouvoir écouter, de pouvoir cliquer, de pouvoir drag and dropper, de pouvoir taper sur mon écran de mobile par exemple. Et lorsque on ne peut pas faire certaines de ces actions, eh bien, il y a des aides technologiques qui existent et qui vont permettre à l'utilisateur de pouvoir pallier justement les capacités qu'il n'a pas ou pas suffisamment. Donc, on va parler d'assistance technique. Et donc, il en existe un grand nombre et puis forcément spécifiques par catégorie de handicap. Alors, on va en voir quelques exemples. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes moteurs et notamment qui ne peuvent plus utiliser leurs bras ou leurs mains, et donc potentiellement on va avoir du mal à utiliser une souris classique. Alors, on va retrouver des devices comme des claviers, par exemple, guide-doigt, donc qui empêcheront de pouvoir cliquer, de pouvoir taper sur plusieurs touches en même temps. On va retrouver aussi des claviers une main.
on va retrouver des souris sous forme de trackball, donc qui sont plus faciles à manipuler si on n'a pas une motricité très fine. Ou encore des souris qui s'utilisent avec les pieds aussi. D'autres moyens aussi d'interaction qui vont aider, ça va être d'utiliser la commande vocale ou encore d'utiliser le suivi oculaire. Voilà. Et puis sur mobile, on peut aussi paramétrer des gestes pour interagir donc avec le mobile en fonction de ses capacités. Voilà, ça c'est des exemples. Il y en aurait plein d'autres. Hein. Alors par exemple maintenant pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes, et bien là il va falloir pallier le fait de ne pas pouvoir entendre les contenus sonores. Donc là elles vont avoir besoin du sous-titrage, ça va être une aide importante. Il y a aussi la vélotypie, c'est-à-dire quelqu'un qui va taper en direct ce qui est entendu à l'oral. Ils vont pouvoir aussi utiliser notamment sur les mobiles tout ce qui est alerte visuelle, les vibrations ou des flashs. Et puis après, pour les personnes, là on va passer côté vue, donc pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui ont des troubles de la lecture, donc par exemple tous les personnes 10, et bien là pareil, il y a différentes façons de faire, donc ça peut être utiliser un lecteur d'écran qui va du coup vocaliser tout ce qui est affiché à l'écran. Ça peut être l'utilisation de loupes d'écran qui elles vont permettre de pouvoir grossir soit toute la page, soit juste le texte, ou encore de pouvoir réagencer aussi l'espacement entre les lignes, de changer la police de caractère. Aussi de faire attention aux couleurs, parce qu'en fonction de comment on perçoit ou pas les couleurs, on va avoir besoin peut-être d'ajuster aussi toutes ces choses-là. Et pour les personnes qui ne voient pas du tout, donc qui sont aveugles, on va retrouver encore les lecteurs d'écran, et généralement elles vont aussi y associer une plage braille, donc qui va être branchée sur l'ordinateur, qui leur permettra du bout des doigts de pouvoir avoir accès au contenu de la page. Et puis bien évidemment aussi, ce qui est important pour les personnes aveugles, c'est de pouvoir avoir de l'audiodescription sur les contenus vidéo. Alors, comme on peut voir, beaucoup d'utilisateurs et finalement beaucoup de manières d'interagir pour pouvoir accéder au numérique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut prendre en compte tous ces besoins-là dans les parcours clients qu'on va proposer dans les produits et dans les services. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'occuper de l'accessibilité dès la conception des produits et des services pour justement bien penser tous ces différents parcours clients-là. Alors donc, c'est ça, pas envisager uniquement que le parcours habituel, enfin en tout cas qu'on connaît le plus souvent avec la souris et le clavier, mais je vais aussi avoir besoin de penser mon parcours si je n'utilise que le clavier. Donc je dois être capable de faire toutes les actions qu'on peut faire autrement. Même chose pour quelqu'un qui va naviguer avec un lecteur d'écran et éventuellement sa plage braille, elle doit aussi avoir accès exactement aux mêmes informations que n'importe quel autre utilisateur. Donc le parcours client aussi, il va être à penser, à concevoir et à développer pour que mon lecteur d'écran restitue les informations dont on va avoir besoin. Donc c'est pour ça que l'accessibilité, c'est vraiment très important de la prendre en compte à toutes les étapes, donc dès la conception. Ensuite, il y a des choses aussi à faire au niveau du développement. Évidemment des tests pour s'assurer que tout ce qu'on a mis en place, ça fonctionne et que c'est utilisable. Et voilà. Alors comment on va faire justement maintenant pour s'assurer que tous les parcours sont bien utilisables et sont accessibles ? Eh bien, il faut savoir qu'on a des critères, il y a des normes qui existent, des normes d'accessibilité. Et donc, la première chose à faire, ça va déjà être de se former. Alors, vous inquiétez pas, pour se former, on n'est pas obligé de tout apprendre d'un coup. Il y a déjà plein de choses qu'on peut apprendre en pas si longtemps que ça. Donc, typiquement, nous, en interne, pour les développeurs chez Orange, on a des formations, un premier module qui dure 2 fois 2 heures, et ça donne déjà des bonnes bases. En tout cas, pour démarrer. Alors au niveau des critères, on a des critères qui sont internationaux, donc comme les WCAG, voilà. Et puis après il y a leur déclinaison en normes européennes, pardon. Et puis après on a aussi une déclinaison au niveau français, donc avec le RGA. Alors il faut savoir que tous ces critères-là, donc ils sont à respecter pour être sûr qu'on va faire accessible. Et il y a quand même simplement dans les critères internationaux, les WCAG, il y a pas loin de 90 critères, donc ils se répartissent en 4 catégories. Parce qu'on a besoin, en fait, du coup, que le contenu de nos produits et nos services soit perceptible. Donc, on va avoir des critères à respecter pour s'assurer qu'on pourra justement, si je ne vois pas les images, que je puisse avoir une alternative textuelle, qui va m'assurer que je vais pouvoir percevoir ce qui est écrit parce que les contrastes sont suffisamment bons, ou si je ne perçois pas l'audio, que je puisse avoir des sous-titres. Un autre critère, une autre catégorie de critères, ça va être de m'assurer que le contenu est utilisable. Donc, quelle que soit en fait la modalité, souris, clavier, lecteur d'écran, il faut que je puisse utiliser l'application. Il faut aussi que l'application soit compréhensible.
donc je puisse prévoir en fait, que je comprenne ce qu'il faut faire et que je puisse prévoir les comportements. Et aussi qu'elle soit robuste, c'est-à-dire que je puisse l'utiliser avec tous les navigateurs et que évidemment toutes les assistances techniques puissent bien fonctionner avec. Et donc c'est vraiment important pour ça de respecter tous ces standards-là pour être sûr que ça va fonctionner. Et donc Anna va nous montrer comment faire maintenant. Oui, on va passer un peu plus sur du concret. Donc, je vous rassure quand même, vous n'avez pas tout à faire. Il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent d'elles-mêmes grâce aux normes, mais il y a quand même quelque chose à savoir, comme on a dit, avec un petit module de base pour démarrer. Donc là, on va avoir des exemples concrets et puis aussi des outils de test. Je vais partir d'un exemple vraiment très, 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 très basique de ma page quasiment vierge. Est-ce que vous voyez bien? Si je peux grossir un peu. Voilà, donc j'ai vraiment juste le HTML, le head et le body. Donc on est sur une page web. Et donc, en fait, déjà, avant même d'aller tester ou d'aller regarder avec un outil, on voit que moi, dans mon IDE, normalement, dans tout bon IDE, il y a un linter de base. Et donc ici, il m'indique que il n'y a pas l'attribut langue, donc on peut l'ajouter. Donc ça, c'est simplement indiquer la langue de la page, c'est complètement obligatoire. Et ça va servir au lecteur d'écran à lire la page dans la bonne langue. Ça fonctionne mieux. Et donc, si le site est multilingue, il ne faudra pas oublier, à chaque fois qu'on change la langue, de changer la valeur de l'attribut. La même chose, ici, on voit qu'il me demande une balise title. Et là, la balise title, c'est juste donner un titre à notre page. Donc, si j'ouvre la page hop, dans mon navigateur, là, on est vraiment... On n'a rien du tout dans notre page, mais c'est bien ici le titre de l'onglet qui s'affiche ici. Et c'est la première chose qui va être lue par un lecteur d'écran, pareil, pour indiquer à quoi, sur quelle page on est et qu'est-ce qu'il y a dans cette page. Donc sur votre site, il faut que chaque titre de page soit unique dans le site. Donc par exemple, on a souvent accueil, le nom du site, et puis etc. Sur chaque page, un titre différent. Et ça, c'est vraiment important pour que ça fonctionne. On va passer à la suite. Donc ici, sur mon deuxième exemple, je repars en fait de la même chose là. Maintenant, je vais utiliser donc un outil, une extension qui est gratuite et qui est disponible dans tous les bons navigateurs, qui s'appelle Wave. Donc qu'on va retrouver ici là parmi les extensions. Donc j'ai cliqué dessus pour l'activer. Et donc ça ouvre un panneau, ça nous met des informations dans la page. Donc on voit par exemple ici qu'il a détecté qu'on avait une feature d'accessibilité et c'est la langue en fait qui est précisée. Mais il voit aussi il remonte aussi 2 alertes, comme quoi notre page, il n'y a pas de région dans la page et comme quoi il n'y a pas de structure de titre. Alors je vais vous expliquer juste après, mais je vais vous montrer une autre extension parce qu'elle est aussi très très utilisée. Et celle-ci, donc c'est une extension navigateur mais qui s'exécute dans le DevTools du navigateur. Elle s'appelle Axe et elle permet donc on fait une analyse de notre page. Et donc c'est juste pour vous montrer que c'est une présentation totalement différente, mais on voit les mêmes problèmes, les mêmes erreurs qui sont remontées ici. Il faut que je parle mieux dans le micro. Donc comme quoi il n'y a pas au minimum une région main et au minimum un titre de niveau 1. Donc les régions, donc il va s'agir ici, effectivement le minimum ça va être, pardon, le minimum ça va être d'avoir un main. Les régions en fait, ça va être des balises HTML qui sont donc le main, le header, le footer, section, aussi side par exemple. Et donc ça va permettre de structurer votre contenu et de lui donner du sens. Donc un utilisateur qui va découvrir la page avec un lecteur d'écran, ça va lui être vocalisé et ça va lui permettre de comprendre en fait le contenu, de découvrir votre page plus facilement. C'est une aide à la découverte de la page. Et après, avec le lecteur d'écran aussi, il y a des possibilités d'utiliser des raccourcis pour aller directement à telle ou telle section dans la page. Voilà, pour naviguer plus vite, parce que lire une page HTML en entier, même si les utilisateurs de lecteur d'écran ils mettent ça en vitesse très très accélérée, ça prend quand même du temps. Et puis les niveaux de titres, donc là tout simplement un titre H1, ça va être notre minimum, mais effectivement si la page est plus complexe, il faut mettre plus de choses, plus de titres. Et donc eux aussi servent à structurer la page et à comprendre le contenu
Et donc je vais vous montrer par exemple ce que ça peut donner sur une page un peu plus complexe prise au hasard. Donc je vais utiliser l'extension HeadingsMap. Moi je l'aime bien parce elle permet d'avoir une vue un peu synthétique de la structure de la page en niveau de titre. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de titres et il y a beaucoup de niveaux, mais c'est quand même assez structuré. Et donc ça permet de se rendre compte un peu de ce que ça donne. Et puis quand même, alors je vais vous montrer aussi ce que ça donne avec le lecteur d'écran. Donc ça s'ouvre avec une combinaison de touches quand on utilise le lecteur d'écran. Donc c'est visuel, mais bien sûr les utilisateurs qui ne voient pas, ils peuvent naviguer dedans. Et quand ils vont faire entrer sur un élément, ils vont aller directement à cet élément. Donc là ici on a les régions et ici on a les niveaux de titres. Et à savoir qu'en plus, ça va vous aider à améliorer votre référencement puisque les robots en fait, des moteurs de recherche, ils utilisent exactement les mêmes choses pour comprendre le contenu de votre page et le référencer. Donc on va passer à la suite. Donc là, maintenant, on met un petit peu de style dans tout ça. Hop. Donc, je vais ouvrir la page. Voilà, bon. C'est pas joli, c'est vite fait, c'est juste pour l'exemple. Voilà, pour montrer, on a mis un petit peu de style, on a mis des polices, on a mis une image, on a mis des couleurs. Et donc maintenant, je vais réouvrir Wave. Voilà, donc là, il va nous remonter des erreurs. Et donc la première chose qu'il voit ici, c'est qu'on n'a pas d'alternative sur notre image. Donc en fait, donc si je regarde d'ailleurs dans le code, même le linter me le dit aussi, hein, que j'ai pas de alt. Donc en fait, il faut rajouter cet attribut alt, même si l'image est purement décorative et qu'elle doit être ignorée par les lecteurs d'écran, il faut mettre un alt vide. Par contre, si elle est informative et qu'il y a des choses dedans que l'utilisateur doit savoir, il faut mettre le texte dans le alt. Alors ici, on pourrait hésiter, hein, donc on a le logo du DevFest et puis voilà, donc on pourrait mettre comme alt DevFest 2025. Mais en fait, ça serait hyper redondant avec le titre qui est juste après, qui va être lu juste ensuite. Et donc ça va plus rajouter de la charge cognitive à notre utilisateur, ça sert à rien. Donc en fait on fait le choix de ne pas mettre de alt, enfin de mettre un alt vide, pardon. Et donc des fois ça peut être un peu compliqué de savoir ce qu'il faut mettre dans notre alt. Donc il existe un arbre de décision qui est fourni par le W3C avec les normes et qui existe même en français. Voilà, où on peut en fait suivre un petit peu ces indications pour savoir ce qu'il faut mettre dans notre alt. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur ma page. Je vais tester maintenant. On va fermer Wave. Donc, Wave nous a dit, je ne sais pas si vous avez vu, qu'il y avait un problème de contraste. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur mon problème de contraste, je vais utiliser une autre extension qui s'appelle WCAG Contrast Checker. Et elle va regarder toutes les couleurs sur la page et confronter avec la couleur de fond, la couleur de texte. Et elle me dit qu'ici, j'ai un problème. La couleur, elle est sans doute trop claire. Elle permet même ici de pouvoir tester d'autres couleurs. Ah bah tiens, celle-là, voilà, elle marche mieux. On peut reprendre le code couleur, etc. Sachez qu'il y a aussi plein d'outils sur Internet qui vous permettent de créer des palettes de couleurs autres que l'orange et le noir pour faire des couleurs accessibles et donc avoir les bons couples de couleurs de fond et de couleurs de texte. Alors maintenant, on va tester une autre chose dont Isabelle a parlé, c'est l'agrandissement du texte, ce qu'on appelle le zoom text. Donc ici dans Chrome, donc voilà, c'est un outil qui est fourni directement dans Chrome. Si je vais dans l'apparence, on peut changer ici la taille des polices. Donc en général, on est sur moyenne, et là, je peux mettre très grande. Je reviens sur ma page, ça n'a rien changé. Alors pourquoi ça n'a rien changé? Parce que ici, j'ai utilisé des tailles de police en pixels. Et les tailles de police en pixels, c'est des tailles de police fixes. En fait, pour que ça fonctionne, les zoom text, il faut utiliser des tailles de police relatives. Donc, moi j'aime bien les REM. Donc un REM équivaut à 16 pixels en police normale, enfin taille classique. Donc par exemple ici si je change, ça va faire exactement pareil si on était en taille de police classique. Mais donc voilà, là j'ai pas encore rafraîchi, et si je rafraîchis, on voit que tout simplement juste en changeant l'unité de la police, donc ici ça a bien grossi. Et si je reviens ici
en taille de police moyenne, et bien je suis revenue à la taille classique. Mais maintenant, nos utilisateurs qui veulent zoomer le texte, eh bien, ils peuvent. Donc il faudra penser aussi, par exemple, si dans un header, si on a un header avec du texte dedans, bah, le header aussi devra être en rem pour qu'il puisse s'agrandir quand on va zoomer le texte, sinon le texte va sortir et éventuellement il deviendra lisible. Ensuite ici, on a mis de la couleur pour mettre en lumière notre programme et catégoriser notre programme. Et le problème, c'est qu'un des critères d'accessibilité, c'est de ne pas utiliser uniquement la couleur pour passer une information. Or là, c'est ce qu'on fait. Et il y a des personnes qui voient mal les couleurs et pour lesquelles, par exemple, le vert et le bleu, ça va être la même couleur, ou je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc là, on va utiliser une technique qui s'appelle le masquage accessible. Je vais vous montrer directement ce que ça donne sur le résultat. C'est ici. Donc on va rajouter en fait un span avec du texte. Donc le texte va être présent dans notre code et donc il va être dit par le lecteur d'écran. Mais par contre, on va utiliser une classe qui s'appelle Visually Hidden. C'est une classe de Bootstrap, donc c'est de l'open source. Vous pouvez la récupérer et l'utiliser. Elle fait ça, cette classe. Et ça permet en fait que le texte soit complètement invisible. Donc si j'ouvre cette page ici, voilà, donc là on ne voit pas de différence visible au niveau ici, mais par contre, à l'intérieur, j'ai bien en fait l'information et donc ça va être lu ça par le lecteur d'écran. Et également une autre chose, c'est qu'ici on a, donc au départ on était comme ça, ici on a mis des choses les unes derrière les autres. En fait typiquement, c'est une liste d'éléments. Et ça, il faut l'indiquer à notre utilisateur. Parce que quand on a une liste, l'utilisateur, en fait, ça va lui être vocalisé. Il va savoir qu'il y a tant d'éléments dans la liste et il va pouvoir avancer éventuellement dans sa liste pour aller plus vite. Donc là, je vais vous faire écouter, et on espère que ça va marcher, la vocalisation avant d'avoir mis une liste et avant d'avoir mis les informations en Visually Hidden. Donc c'est une technique qui s'appelle le masquage accessible, c'est marqué ici. Voilà. Alors. Voilà. Le son sort pas. Je ne sais pas, le son sort pas. On peut faire quelque chose ou ça marchait tout à l'heure. Ah oui, le son est coupé. Mais je ne l'ai pas coupé entre temps. Hop. Alors il sort plus sur la bonne sortie peut-être. Leader, Frédéric Boucherie 2 voilà. Programme, au titre niveau 2 programme. Alain Buzacaro 2 points, l'ignorance, ce fléau auquel fait face le tech leader. Frédéric Boucherie 2 points, écrivez-vous du code sale. Cédric Clavier 2 points. Voilà, donc là ça c'est ça qui est vocalisé. Programme, titre niveau 2 programme, Alain Buzacaro, etc. Et maintenant si on écoute, donc ça c'est le lecteur d'écran en vitesse très très lente. Deux titres niveau 2 programme. Liste de 4 éléments puce Alain Buzacaro organisationnel 2 points, l'ignorance, ce fléau auquel fait face le tech leader. Puce Frédéric Boucherie technique 2 points, écrivez-vous du code sale. Puce Cédric Clavier architecture 2 points. Voilà, donc là la différence, donc il a dit, avant de rentrer dans la liste, il a dit liste 4 éléments, et avant chaque élément il dit puce, pour savoir qu'on est dans un nouvel élément. Donc voilà, ça a un intérêt pour notre utilisateur d'utiliser les bonnes balises sémantiques et de bien structurer notre code. Et vous avez vu que pour ces 3 derniers éléments, donc que ce soit la taille de police, le fait d'utiliser la couleur pour passer l'information, ou bien le fait de ne pas avoir utilisé les bonnes balises sémantiques, ça n'a pas été remonté par les outils de test automatique, malheureusement, ça ne va pas jusque-là. Et donc c'est à vous de savoir que ça doit fonctionner comme ça. Voilà, dernier exemple. Un bouton icône. Hop. Voilà, donc on trouve souvent des boutons avec des icônes et notamment les liens. Enfin, c'est pas des boutons, du coup c'est plutôt des liens, mais c'est le même concept. Les liens vers les réseaux sociaux, qui sont souvent juste une icône avec l'icône du réseau social. Et en fait, alors déjà, ce qu'on peut tester tout de suite, c'est que ça fonctionne avec mon clavier. Donc vous voyez, quand je viens dessus, là je tape sur la touche Tab, l'icône s'entoure de noir parce que ça c'est ce qu'on appelle le focus. Et si je fais entrer, bon ben voilà, ça fonctionne de la même façon que si j'avais cliqué dessus.
alors que dans mon code, j'ai uniquement mis un on-click. Donc comme on a utilisé une balise standard bouton, en fait, il fait la même chose avec entrée et espace, c'est le standard, qu'avec le clic. Et donc dans ce bouton, en fait, on a uniquement l'icône, ce qui fait que ça va être vocalisé comme ça. Hop. Titre niveau 2 mieux développé. Quels outils et pratiques pour créer du logiciel de qualité? Bouton. Donc c'est un peu moins fort là, vous avez entendu, il a dit bouton. Mais bouton, rien du tout. Donc en fait, bouton, on ne sait pas ce que c'est. Et donc là, l'idée, ça va être de rajouter un label. Donc il y a deux possibilités. Soit on utilise le masquage accessible comme on a fait tout à l'heure, ou bien on peut utiliser un attribut qui s'appelle ARIA Label pour mettre plus d'informations. Et là, si on fait ça, ça va être vocalisé de cette façon. Titre niveau 2 mieux développé. Quels outils et pratiques pour créer du logiciel de qualité? Bouton plus d'informations. Voilà, là il a bien dit bouton plus d'informations. Donc il a lu comme si en fait on avait écrit de manière visible plus d'informations. Et donc hop. Là, on a utilisé donc un attribut ARIA. Donc ARIA, ça signifie Accessible Rich Internet Application. C'est un ensemble de normes du W3C qui permet en fait d'ajouter des éléments d'accessibilité sur nos éléments standards HTML, mais aussi ça définit tout un ensemble de patterns ARIA pour des composants plus complexes. Et donc, ça permet de savoir comment ça doit interagir avec la souris, avec le clavier, etc. Donc alors, dans votre projet, il y a votre code, mais il n'y a pas que votre code, il y a aussi des librairies en général. Vous utilisez pas mal de librairies, enfin on utilise tous plein de librairies. Et donc le choix de la librairie va être hyper important aussi pour garantir l'accessibilité du projet à la fin. Et notamment, évidemment, si on utilise un design system ou un framework CSS pour le web, mais aussi toutes sortes de librairies additionnelles de composants, des modèles de cookies, outils de recherche, etc. Et puis on voulait vous parler aussi des surcouches d'accessibilité. Donc il y a des entreprises qui vendent des outils, enfin des surcouches en fait. Ça se rajoute sur votre site web et ça rend soi-disant magiquement votre site accessible. Alors non. Déjà en fait les fonctionnalités qu'ils proposent sont déjà existantes dans les outils et que ce soit dans les navigateurs ou dans les OS, avec en général un niveau de personnalisation dans ces surcouches qui est moindre. Et puis les utilisateurs, ils ont déjà leurs habitudes, ils ont déjà leur lecteur d'écran, etc. Et en fait, ça va plus les perturber qu'autre chose. C'est pas en arrivant sur votre site qu'ils vont découvrir qu'ils ont besoin d'un lecteur d'écran ou qu'ils ont besoin d'un zoom texte ou qu'ils ont besoin, je ne sais pas, de changer la couleur de la police ou quoi que ce soit. Donc en fait, le besoin d'accessibilité, il est partout. Et en fait, il faut plutôt s'appuyer sur les outils existants et que tout le monde a. Et enfin, il y a des études qui ont montré aussi que ça pouvait créer des conflits avec les lecteurs d'écran. On a pris un petit peu de retard, je suis désolée. Bon, on va quand même vous présenter les avantages, parce que le titre du talk, c'était quand même l'accessibilité numérique, un atout incontournable. Alors, je pense que le côté incontournable, j'espère que vous commencez à le percevoir sérieusement. Et pour le côté atout, effectivement, faire accessible, ça va vous apporter plein de choses dans le bon sens. Donc, on dit que faire accessible, développer accessible, c'est gagnant-gagnant. Et d'autant plus si on intègre l'accessibilité dès le début. Alors, ça va être un atout, évidemment, pour nos utilisateurs, puisque, du coup, tout le monde va pouvoir accéder au numérique, tout le monde va pouvoir utiliser et dans tous les contextes. Et donc, ça va favoriser, évidemment, l'accès égal et donc l'équité sociale pour toutes les personnes. Et donc aussi, qui dit pouvoir accéder au numérique, dit pouvoir être inclus aussi dans la société plus facilement, que ce soit au niveau personnel ou sociétal. Alors vous qui êtes développeur, ça va aussi être un atout pour vous, même si vous ne le voyez peut-être pas, je ne sais pas. Alors déjà, vous allez pouvoir être fiers justement de contribuer à l'inclusion en proposant des produits et des services qui vont être utilisables par tout le monde. Ça va être aussi pour vous l'occasion de continuer à développer vos compétences en ajoutant encore de nouvelles cordes à votre arc. Parce que vous allez vous former et apprendre comment faire accessible. Et alors sachez qu'en plus, c'est des compétences qui sont pour l'instant encore trop rares et qui sont recherchées. Donc il y a encore plus tout intérêt à le faire.
Et puis, faire accessible, coder accessible, ça veut dire respecter toutes les bonnes pratiques en fait du code. Et donc, ce qui va vous permettre d'avoir un code de meilleure qualité, mieux découpé et donc plus facilement maintenable par la suite. Ensuite, au niveau des produits et des services, là aussi, il y a des avantages évidemment. Comme ils vont être conçus en prenant en compte l'accessibilité, ils vont être conçus en fonction des besoins de l'utilisateur. Donc, du coup, meilleure expérience utilisateur aussi. Ils bénéficieront aussi d'une meilleure qualité de code. Donc, voilà, de toute façon, ça aussi, tout le monde y gagne. Et puis, en suivant justement les recommandations d'accessibilité, ils seront utilisables aussi sur tous les supports, que ce soit votre smartphone ou que ce soit carrément un grand écran. Ils seront responsives. Et comme on l'a vu aussi, le fait d'avoir un code de meilleure qualité, mieux structuré, ce sera bon aussi pour le référencement. Et enfin, au niveau entreprise, ça va forcément améliorer l'image de marque parce qu'une entreprise qui se préoccupe de faire des produits et des services accessibles, sera vue comme étant soucieuse justement au niveau, et responsable au niveau social. Donc ça, c'est tout bon aussi. Alors évidemment, on a vu que ça lui permet de respecter la loi et potentiellement d'éviter des sanctions. Et donc pareil aussi en ayant anticipé les besoins utilisateurs, normalement quand on arrive à la fin, le produit ne devrait pas nécessiter de grosses remises à jour ou de grosses transformations, et donc on devrait avoir aussi des coûts de maintenance inférieurs. Et puis normalement si les choses ont bien été faites, les utilisateurs contents et que encore plus de monde peut venir utiliser les produits et les services, ça fait d'autant plus de clients. Et puis en plus, s'ils sont contents, ils vont peut-être aussi avoir envie de continuer à utiliser vos produits et vos services. Donc vous allez gagner aussi au niveau de la fidélisation. Donc au final, si on doit retenir quelque chose, faire accessible, c'est pas juste pour respecter la loi, mais c'est surtout œuvrer pour l'inclusion, tous ensemble, et faire en sorte que ce qui est indispensable, pour certains, qu'on puisse leur fournir ce dont ils ont besoin. Mais de toute façon, ce qu'on va faire de ce côté-là va être utile pour tout le monde. Voilà, tous autant qu'on est. Donc moi, je vous encourage à attraper le train, à monter sur la première marche, et puis allez go, on y va ensemble. Merci beaucoup pour votre intervention. On va prendre 2 questions au maximum. Ah, ok. Merci pour la presse. Clairement, on n'y est pas encore. Je pense que qui fait des sites 100% accessibles? Il y en a un là-bas. Ouais. Alors attends, si tu me permets, moi j'ai envie de dire 100% accessible. Alors effectivement, c'est un objectif vers lequel tendre, mais il ne faut pas se dire comme je ne peux pas faire 100% accessible, je ne fais rien. On n'y va pas par pas, et puis c'est compliqué. C'est très difficilement atteignable pour être réaliste. Et puis des fois, c'est pas atteignable, et il faut pas non plus il faut pas se concentrer que sur des critères, mais aussi garder en tête l'utilisabilité du site qui est primordial. Mais oui, il faut tendre vers le 100% et il faut chercher à s'en rapprocher. Alors j'en arrive à la question. Comme on est tous très occupés, on n'a pas le temps, c'est toujours en fin de projet, machin, etc. Pour améliorer le truc, est-ce que l'IA en fait peut nous aider? Est-ce qu'on peut lui filer un code existant, legacy, n'importe quoi, et lui dire vas-y, rajoute-moi de l'accessibilité? Est-ce que ça marche? Ouais, alors on rigole parce qu'on avait même un slide dessus merci pour la perche tendue, qu'on a enlevé parce que voilà, on avait déjà beaucoup de choses à dire. Mais alors, pour l'instant, les tests, il y a des choses où ça peut aider, la génération d'alternatives descriptives aux images. Par exemple, ça peut aider, pour les sous-titres, ça nous aide déjà, etc., les transcriptions, même pour simplifier la structure de la page, des choses comme ça. Mais pour l'instant, sans intervention humaine derrière, on peut jamais être vraiment sûr, quoi. Personne va pouvoir, l'IA va pas pouvoir savoir s'il faut oui ou non une alternative à l'image, déjà. Et est-ce que l'alternative qu'il a générée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas trop longue non plus, parce que ça va être lu par le lecteur d'écran, faut pas que ce soit un gros blabla, voilà. Il y a ça déjà. Pour les tests automatiques, moi j'ai fait des tests dans mon code, déjà de demander à Copilot est-ce que tu vois des erreurs d'accessibilité dans mon code, etc., même sur des petits exemples.
Alors, il remonte des erreurs, mais en gros, il remonte les mêmes que les extensions que j'ai montrées. Et par contre, il rajoute aussi plein de choses génériques. Il dit oui, alors quand on a des boutons, il faut aussi regarder ça, mais bon, c'est pas forcément adapté à notre cas. Et il remonte aussi des fois des bêtises. Voilà. Donc, comme tout le reste, pour l'instant, c'est pas parfait. Mais peut-être que d'ici quelques temps, ça s'améliorera. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Merci. Une autre question? Sur l'IA, j'utilise souvent Claude Code et on peut mettre des fichiers de configuration dans lesquels on peut dire fais attention à l'accessibilité, respecte telle norme et n'invente pas des choses inutiles, fais-le à bon escient. Et ça marche un peu. Il faut toujours relire le code généré, mais au moins on n'a pas à y penser à chaque fois qu'on utilise Copilot ou quoi, on le met dans un fichier de conf pour l'avoir en soutien tout le temps. Voilà, ça peut aider. Et sinon, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est faut-il utiliser toujours ARIA ou toujours Visibility Hidden, ou les deux, ou dans quel cas on utilise l'un ou l'autre? Il y avait un moment une proposition d'une classe pour la visibilité hidden, et juste après, ça semblait faire la même chose avec ARIA, et du coup, j'ai pas trop su c'était lequel des deux. C'est vrai, je suis allée un peu vite. Le Visual Hidden, il va pouvoir te permettre, dans n'importe quelle situation, de rajouter un texte non visible qui va être quand même vocalisé. Ça peut être dans plein de situations différentes, ça peut être dans un bouton, mais ça peut être ailleurs. Le ARIA Label, il va vraiment se mettre sur un élément HTML et il va être lu, mais c'est que sur des éléments qui sont prévus pour, en fait, par exemple les boutons, des éléments qui s'y prêtent, en fait. Voilà. Et la devise du ARIA, c'est No ARIA is better than bad ARIA. Donc pas d'ARIA plutôt que du mauvais ARIA. Il ne faut pas en mettre trop, c'est quelque chose, il ne faut pas essayer d'en mettre à toutes les sauces. Si on peut s'en passer, on s'en passe.